1926. Création du cartel de l'acier. À cette époque, les cartels étaient une spécificité allemande, créée par les plus grosses entreprises pour limiter la concurrence en organisant des ententes sur différents sujets entre quelques mastodontes. Par exemple, en 1930, la cartellisation de la sidérurgie allemande est complète. De multiples cartels régulant chacun son marché, explique François Berger dans son article Les relations entre les sidérurgies françaises et allemandes de 1870 à la CECA. De son côté, la France a créé le comptoir sidérurgique de France en 1920, qui était le regroupement de cartels spécialisés. Françoise Berger précise que ce méga-cartel a deux départements. Le cartel national, qui attribue les quotas, décide des prix et des conditions de vente, et un cartel d'exportation indépendant, qui entre autres, a pour tâche de représenter la branche française dans les négociations internationales. La création du cartel de l'acier au niveau proto-européen, avant l'Europe, impliquait l'Allemagne, la France, le Luxembourg et la Belgique, rejoints par l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. C'était exactement le système actuel de concentration des entreprises, où on se retrouve avec finalement 2,3 voire au maximum 4 leaders hégémoniques au niveau international dans chaque grand domaine économique. Énergie, construction automobile, télécommunications, avec des prix qui ne font que monter pour les consommateurs, des bénéfices toujours plus gros pour les actionnaires, et un chantage à l'emploi sur les gouvernements dès que des lois sociales sont en passe d'être prises. L'objectif numéro 1 du cartel était de fixer et répartir les quotas de production pour chaque pays membre, afin de limiter la production et de maintenir des prix élevés. Bref, l'inverse du délire libéral du marché qui se régule tout seul, pour le plus grand malheur de contribuables consommateurs, véritable dindon de la farce. Certains observateurs considèrent que la création de ce cartel a été l'acte fondateur de la construction européenne. Le dit cartel de l'acier, appelé Entente internationale de l'acier, était la première entente officielle pour organiser de manière transfrontalière franco-allemande le marché de l'acier, matière première cruciale dans l'industrie, pour le plus grand bénéfice des banques et de la finance. Ceci en pleine époque de dévaluation du franc suite à des attaques spéculatives. Pendant que l'Allemagne reconstruisait son industrie grâce à l'argent US et que la rure demeurait un enjeu stratégique majeur. Le cartel de l'acier est créé en même temps qu'est lancé le plan d'Oz, destiné à éviter à l'Allemagne de payer les réparations suite aux dommages de la Première Guerre tout en renflouant son économie. Et il est vrai que les cartels économiques ont été pensés comme un moyen d'intégration politique. Les objectifs étaient donc de fixer des quotas de production d'acier par pays, la plus grosse part 43% étant réservée à l'Allemagne, et des limites de production afin de maintenir les prix, encore une entorse à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande. En octobre 1926, une des premières décisions du cartel de l'acier a été de garantir à l'Allemagne la fourniture de matières premières. Du fer brut à hauteur de 10,5% de ses besoins et des produits laminés pour 6,6% de ses besoins. Un cartel de la chimie a été créé en 1927. Et comme dans celui de l'acier, la prédominance de l'industrie allemande fut écrasante. Dans une interview de mai 2019, Annie Lacroix explique au sujet de ce système de cartel, et l'Europe en est un grand. Une historienne tchèque a montré que la cartellisation, pendant l'entre-deux-guerres,
bénéficie presque exclusivement au Reich, un pays puissant qui avait reconstitué son appareil industriel et financier dès le début des années 20, contournant le traité de Versailles. L'Allemagne n'avait, notamment, jamais observé la moindre clause de désarmement, avec la complicité des pays neutres, des Américains mais aussi des Français car rien n'était alors plus rémunérateur que de prêter à l'Allemagne. À la fin des années 30, les Allemands représentent plus de 60% des marchés cartélisés. Comme les autres pays ne réarment pas, ils lui vendent leurs minettes, minerais de fer. Les archives montrent que, en 1939, chez Krupp, 60% de l'acier est fabriqué avec de la minette française. Tout ceci se déroule sur fond de réconciliation générale. Dans la foulée dudit cartel, Louis Loucher, ministre du Commerce et de l'Industrie, et quelques autres ont lancé la démarche d'union douanière européenne, ce vieux rêve des milieux financiers et patronaux, auquel a immédiatement adhéré Aristide Briand. On notera que le grand Aristide Briand, franc-maçon bien sûr, était proche de divers occultistes, notamment des martinistes, où les visées étaient exactement de créer un ordre supérieur européen. Et l'extrême droite de l'époque, notamment des groupuscules tels que le Redressement français, s'inscrivait aussi dans cette mouvance. L'ami de longue date et secrétaire particulier de Briand depuis 1914 était Augustin Chaboseau, considéré comme le cofondateur du mouvement martiniste en France au même titre que Pépouze alias Gérard Encausse. Pépouze, qui l'a initié à l'ésotérisme, avait rejoint en 1895 la Golden Dawn où se trouvait déjà le dingue luciférien Aleister Crowley. Pépouze aurait aussi été l'un des leaders en France de l'Ordo Templi Orientis, autre groupuscule ésotérico-sataniste où Crowley est aussi passé. Chaboseau a suivi Briand quand il était président du Conseil. Premier ministre, poste que Briand a quand même occupé 11 fois sous la Troisième République, et ministre des Affaires étrangères, et est mort en 1945. Maurice Barrès, figure de proue de l'extrême droite, ou l'écrivain Victor-Émile Michelet, fan d'ésotérisme, était aussi membre de l'ordre martiniste traditionnel. Aujourd'hui le martinisme est surtout intégré à la Morte, Rose-Croix, autre groupuscule ésotérique. Pour en revenir à l'Europe, l'idée d'une union douanière a reçu les faveurs des milieux industriels et financiers des différents pays. En Allemagne, par exemple, l'attitude des industriels rejoint les analyses d'une note du 21 janvier 1926 de Stresemann en vue de la préparation de la conférence. Il s'y montre favorable à une union douanière européenne réalisée progressivement. Libre circulation des matières premières. Diminution de la protection sur les produits semi-finis puis sur les produits finis, écrit Éric Bussière dans La France, la Belgique et l'Organisation économique de l'Europe. C'est à travers un lobbying intensif dans chaque pays que cette idée d'union douanière européenne a fait son chemin. Des comités nationaux ont été créés à partir de 1925 dans les pays concernés, en réponse à un appel aux Européens de 10 personnalités européennes. En France, des groupes ont été créés pour développer l'adhésion des élites économiques à l'idée d'union douanière en Europe. Par exemple, le Comité d'action économique et douanière créé à la mi-octobre 1925 par le représentant patronal des grands magasins, Jacques Lacour-Gaillet, écrit Laurence Badel dans Un milieu libéral et européen. Le Comité franco-allemand d'information et de documentation, créé en 1926 pour accélérer le rapprochement franco-allemand sous l'impulsion d'un industriel luxembourgeois de la sidérurgie, Émile Merich. Cette initiative fut une sorte d'aboutissement dans la vie de ce grand industriel qui, après le premier conflit mondial, devint une personnalité importante du monde européen des affaires.
Il servit de médiateur dans les négociations qui menèrent à la création de l'Entente internationale de l'acier, explique Laurence Badel.